pour ce Zoom, je suis très heureux d'accueillir le journaliste et écrivain Patrick Goffman. Bonjour Patrick Goffman. Bonjour Martial Bild. Et vous venez me voir pour la réédition de votre ouvrage intitulé « Le trotskisme dégénéré », un ouvrage que vous avez écrit en 2013, qui vient d'être donc réédité aux éditions du Alpha, qui est en vente sur le site tvl.fr. 2013, première édition, 2023, deuxième édition. L'ouvrage n'est-il pas obsolète ? C'est une très bonne question, mais je pense que si notre ami Philippe Randa m'a offert de le rééditer 10 ans après, et 10 ans après notre entretien d'ailleurs ici même, à TVL, dans ce studio. pour la première édition, c'est qu'il a bien voulu s'intéresser d'abord aux 20 pages de suppléments que j'ai produites, notamment autour de l'amusante scission de la secte lambertiste qui existe maintenant à double exemplaire pour le plus grand bonheur du peuple travailleur. Alors d'entrée de jeu, vous écrivez que la chaloupe trotskiste coule en même temps que le paquebot stalinien. Alors l'objection du néophyte, mais on vous l'a fait souvent, c'est de se dire, mais stalinisme et trotskisme, c'est très différent. Alors comment le Titanic stalinien peut-il entraîner la gentille petite chaloupe trotskiste? Il est vrai qu'on sait peu que les pires crimes de Staline ont été suggérés, carrément suggérés par Trotsky et son opposition de gauche, dans les documents de laquelle on peut lire en toutes lettres des malédictions contre les koulaks, des malédictions meurtrières, où on peut lire le projet de militarisation du travail, programme d'esclavage en réalité, que Staline a adopté après s'être débarrassé de l'auteur de ces progrès sociaux. Donc trotskisme et stalinisme, c'est bien différent. C'est différent, c'est-à-dire que le trotskisme, c'est l'opposition de gauche du bolchevisme, et à cet égard, on peut penser qu'il est pire. Ce trotskisme a réussi à se présenter finalement comme un, si vous me permettez l'expression, comme un communisme light. Et pourtant, Trotsky, et vous le dites, a écrit des pages entières du livre noir du communisme. Et il a, par exemple, Lénine comme protecteur. Alors, il n'a pas commis que son programme d'extermination des koulaks, des paysans russes, et d'esclavage et de travail transformé en esclavage. Il a agi comme créateur et chef assez génial, il faut bien le reconnaître, de l'Armée rouge, et comme massacreur des anarchistes de Makhno en Ukraine. Il s'était d'abord sournoisement allié avec eux contre les Blancs, et puis dès que les Blancs ont été repoussés, il a massacré ses alliés. Même chose à Kronstadt. La forteresse de Kronstadt, qui est devant Saint-Pétersbourg, se révolte en 1921. Au nom du socialisme, du vrai socialisme, d'après les marins de Kronstadt, qui avaient déjà fait beaucoup pour le pouvoir bolchevique et qui veulent le vrai socialisme. C'est un massacre organisé, dirigé par Trotsky. Le détail passionnant, quand on veut le connaître, c'est qu'il s'en vante de ce massacre dans les termes les plus brutaux. Dans les Izvestia, vous savez, il n'y a pas de nouvelles dans les Izvestia, et il n'y a pas de vérité dans la Pravda. Mais quelques années plus tard, inaugurant le trotskisme light, je crois qu'il est réfugié en France à ce moment-là, il nie, carrément, il nie ces massacres. C'est pas lui, c'est Staline, mais pourtant c'était bien lui, l'organisateur, le chef du massacre de Kronstadt. C'est qui ce Trotsky? D'où il vient? Ça, je crois quand même que c'est assez facile à connaître. C'est un paysan juif, enfin le fils de paysan. Il est né dans une ferme assez riche en Ukraine, mais c'est devenu tout de suite un passionné de bolchevisme, de révolution, et un intellectuel agressif, mais extrêmement brillant. On ne va pas dire ici qu'il est devenu le numéro 2 du pouvoir bolchevique par hasard ou par je ne sais quelle protection, même si effectivement Lénine le protégeait, et qu'on l'a bien vu quand Lénine est mort en 1924, l'étoile de Trotsky a tout de suite beaucoup pâli.
Comment expliquez-vous l'attirance de l'idéologie et aussi du personnage Trotsky, charme auquel vous allez vous-même succomber comme dirigeant trotsko-lambertiste de 1967 à 1979. Déjà, cette première question, pourquoi on tombe sous le charme d'un massacreur, d'un assassin? Petit détail délicieux qu'on nous cachait, bien sûr. C'était effectivement le trotskisme pour les droits de l'homme, light, etc., ce qui était une plaisanterie qu'on aurait pu découvrir, qu'on aurait pu identifier, mais c'était tellement plus agréable de penser que à 17 ou 18 ans, à peine refermé le manifeste du Parti communiste, on nous expliquait que les vrais communistes, ceux qui allaient, je cite Trotsky, inaugurer un paradis sur cette terre, nous allions en être les agents. Et puis d'ailleurs peut-être devenir quelque chose comme préfet rouge dans mon Calvados, que j'ai représenté. Alors, dirigeant, vous m'en accordez trop ou pas assez. J'étais responsable du Calvados, de la vingtaine de militants du Calvados, et j'ai passé 1 an au comité national, et pas davantage. Trotsko-lambertiste. Alors ça nécessite Trotsky, je comprends bien. Lambertiste, ce terme-là, il vient d'où, de qui? Bon, en 3 mots, parce que c'est pas passionnant. Lambert, c'est le pseudonyme de Pierre Boussel, donc qui a éclaboussé, qui a touché tous ses partisans. C'était la mode du pseudo ou c'était nécessaire, c'était la règle? C'était la règle parce que, à cause de, par sécurité pendant la guerre et l'occupation, et ça s'est prolongé. Moi-même, j'étais surnommé, je m'étais surnommé moi-même Duchesne, mais c'était une précaution parce que même pendant quelques années après la guerre, il n'y avait pas de meeting trotskiste en banlieue sans un cassage de gueule assez sévère. Donc c'était une précaution, donc une précaution de règle, effectivement. Lambert, c'est quelqu'un qui a été important, inconnu du grand public, mais néanmoins un personnage auquel beaucoup de gens se sont rattachés. Oui. Oui, ben on cite... Comme on sait peu de choses sur lui, qu'est-ce que vous savez de lui? Pas grand-chose. Son père était casquettier, juif. Que dire d'autre d'un point de vue personnel, je ne sais pas, mais je me souviens de son style oratoire. Ça n'était pas notre, si je peux encore dire notre, si longtemps après, 40 ans après, notre meilleur orateur. Et il avait un accent parigot extraordinaire, mais indéniablement, il avait une autorité presque démente avec le recul du temps, parce que il s'est organisé des procès de Moscou à l'échelle française et à l'échelle parisienne. Il a viré toute la direction du parti, qui était quand même faite de gens solides et brillants, comme l'historien Pierre Brouille, l'historien Jean-Jacques Marie. Il les a virés les uns après les autres avec une brutalité extrême. Donc il avait une autorité légèrement malsaine, il me semble, mais indéniable, très ferme. Comme dit le camarade Lambert, c'était un départ de discours, d'intervention, y compris à l'extérieur. Est-ce que des gens comme, on a dit que des gens comme Arlette Laguillet allaient prendre les ordres chez lui? Ça, c'est une vue de l'esprit ou non? Complètement, parce que les sectes s'entendent très mal en général, et les 3 principales branches ou principales sectes du trotskisme en France, on en venait aux mains, même souvent, avec les gens de la Ligue. Je les vois encore courir devant moi. Et malheur à ceux que nous rattrapions. Non, Arlette Laguillet, elle prenait les ordres du gourou de sa secte à elle, dont le nom m'échappe pour le moment, mais c'est pas très grave, et de personne d'autre. Et surtout pas de l'ennemi intime, Lambert, et de l'ennemi intime, Krivine. Chacun sa route, chacun son chemin. Et chacun sa secte. Alors, cette extrême gauche officielle se décompose en plusieurs mouvements. C'est le mot. C'est le mot, c'est mieux. Première évocation, alors je l'ai dit, celle de lutte ouvrière, vous parlez, alors on a connu Arlette Laguillet, on connaît maintenant Nathalie Arthaud, et vous parlez d'une société secrète, squelettique
et lugubre. Pour Lutte ouvrière, où on sait, enfin tout le monde sait, qu'on leur déconseille vivement d'avoir des enfants. Parce que toute leur énergie, tout leur pognon doit passer dans l'activité, dans le soutien financier et personnel du parti. C'était dans le temps, ça. Comment ? C'est plus maintenant le cas, si ? Ça reste le cas encore ? Il y a déjà très longtemps que je ne m'en suis pas informé, parce que j'ai toujours eu tendance à m'en manquer un peu, parce que pour moi, c'était des dingues. Et ça le reste. Donc, je veux dire, interdire, censurer la vie personnelle, vous empêcher d'avoir des enfants. J'ai beau avoir connu, partager un certain fanatisme chez Lambert, là, il me semble que ça dépasse toutes les mesures et que c'est de la folie pure et simple. Avec toujours du monde, avec toujours la possibilité de se présenter. Il y en a toujours 800 adeptes et pas davantage, que je sache. Oui, mais 500 signatures à chaque fois. 500 signatures à la présidentielle. Mais ces esclaves parcourent la France de haut en bas avec 12 heures ou 14 heures par jour, bien sûr. Moi, je pense que n'importe quelle douzaine ou vingtaine de fanatiques peuvent obtenir ces signatures. Il y a beaucoup de maires qui la donnent par principe démocratique. Lambert, c'est le Parti des travailleurs jusqu'à la fin. C'est maintenant, vous voulez dire ? Jusqu'à la fin, parce que je ne sais plus s'il existe ou pas, franchement. Jusqu'à sa fin à lui, après le Parti des travailleurs a disparu. Alors, c'est renouvelé en quelque sorte, en oubliant jusqu'au nom de Lambert et de 4e International, pour constituer un parti ouvrier indépendant, POI, qui s'est voué, presque aussitôt après la disparition de Lambert, à bâtir et à défendre la République, la démocratie, et je ne sais quoi encore. D'où mon terme un peu polémique, mais assez juste, je crois, de trotskisme dégénéré. Parce que qu'est-ce que la démocratie et le libéralisme, bientôt, ont à voir avec le trotskisme ? D'ailleurs, ils excluent, ils n'emploient plus le terme de trotskisme ni de bolchevisme depuis quelques années. Et ça a mené à une scission. Alors maintenant, on a deux POI. Le POI-D est apparu avec à sa tête Daniel Gluckstein, qui était le dirigeant, le successeur désigné par Lambert. Alors comme il venait de la Ligue communiste, les vieux cadres supérieurs du lambertisme l'ont pris assez mal et ça a mûri ou pourri pendant une bonne décennie avant la scission. Donc Gluckstein est parti avec le pognon et les autres, Shapira notamment, sont restés dans les locaux avec le journal. Et moi, je suis assez méchant pour en sourire. Et puis il y a ensuite, et enfin, la LCR, devenue NPA, nouveau parti anticapitaliste. Alors en 2023, Krivine est mort, Besancenot ne fait plus ou presque plus la tournée des plateaux. Ils semblent eux aussi en voie de disparition, tout autant que le Parti des travailleurs et la stagnation de lutte ouvrière. Oui, en effet, ils faiblissent. Besancenot a été assez clair pour une fois quand il a dit qu'il ne savait pas très bien ce que c'était que d'être trotskiste. Bon, je ne sais pas si ça servira à quelque chose que je lui explique, mais enfin, il peut toujours sortir combien déjà 21 € pour l'apprendre de moi, parce que j'ai l'impression, moi, que je sais que c'est, et le danger que ça représente que d'être trotskiste. Mais en effet, la Ligue a dégénéré plus encore que le lambertisme en devenant NPA. Mais alors, c'est là où je me dis quand même, et je reviens sur la notion d'obsolescence de l'ouvrage, tant qu'il n'est pas abondé des pages que vous avez rajoutées. C'est que on possède presque la preuve scientifique de l'adage en politique, on ne meurt jamais. Parce que vous consacrez donc un chapitre à Lutte ouvrière, un chapitre à la LCR, NPA, et un chapitre au Parti des travailleurs devenus au pays et au PID. Certes, et ceux-ci sont en voie de disparition. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu tout simplement une mutation et toutes ces forces vives, ou ces restes de forces vives, se sont engagés aux côtés de Jean-Luc Mélenchon et de LFI.
de Jean-Luc Mélenchon. Vous dites dans un chapitre intitulé « Quelques asticots sur la charogne trotsko-lambertiste », vous citez donc Jean-Luc Mélenchon et dites « Il est de ceux qui m'inspirent le plus vive répugnance ». Oui, mais c'est un homme qui manque d'être au second tour de l'élection présidentielle à quelques centaines de milliers de voix et qui aujourd'hui pèse 80 députés et 22%, la NUPS 22 voire 30% des suffrages électoraux pour les prochaines élections. Martial Bild, je suis obligé de vous répéter mot à mot ce que j'ai dit ici même, ce que je vous ai dit ici même il y a 10 ans exactement, à savoir que me disiez-vous à l'instant, que oui, l'obsolescence. Le but de mon ouvrage, de sa première à sa deuxième édition, ça n'est pas de régler des comptes personnels, bien que j'ai des comptes à régler, mais je ne prétends pas les régler de cette façon-là. Le but de mon ouvrage, c'est de faire le bilan du communisme dans son ensemble, dont le trotskisme est une espèce d'appendice, d'annexe. C'est un détail de l'histoire du communisme. Et le communisme, c'est une des utopies les plus, et même tout à fait permanentes, dont il faut redouter le retour. Donc mon travail de dénonciation du trotskisme, de sa dégénérescence et de ses crimes et des mensonges. Hier encore, samedi, sur France Inter Radio Nationale, j'ai entendu expliquer par Jean-Jacques Marie, historien et trotskiste, que quand Lénine faisait pendre, ordonnait qu'on pende ou ordonnait qu'on fusille, c'était pour rire. Merci pour les familles endeuillées par milliers et par milliers du temps de Lénine, en attendant que son successeur légitime Staline lui succède et emploie des méthodes encore plus cruelles. Vous ne répondez pas à ma question, Patrick Goffman. Jean-Luc Mélenchon, un tiers des voix aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des députés LFI qui se revendiquent de Robespierre. Il y a des responsables et des dirigeants syndicaux de la CGT qui se revendiquent de Staline. Il y a des dirigeants politiques qui se disent communistes. Le communisme que vous dénoncez aujourd'hui, eh bien, il y a un parti communiste, il y a des communistes à LFI. Ce terme-là, il est à la mode presque. Alors le Nuremberg, leur Nuremberg doit être préparé, doit être alimenté. Moi, je verse cette pièce, le trotskisme dégénéré, au procès de Nuremberg, au Nuremberg du communisme, qui finira bien par arriver. Quant à Mélenchon, effectivement, il me répugne un peu parce qu'il a d'abord vécu 35 ans, roupillé 35 ans au fond du Sénat, avant de découvrir que les dirigeants staliniens et sociodémocrates étaient devenus tellement nuls qu'ils pouvaient capter leur voix et les remplacer et les supplanter, comme il est en train de le faire ou d'essayer de le faire, parce que avant-hier, sondage Europe Écologie Les Verts, 11% pour la France dite insoumise. Je ris. Néanmoins, je poursuis sur mon idée, le trotskisme dégénéré. Et pour en finir avec la mythologie trotskiste, c'est ça le but de votre opération. Mais quand on voit que le poison de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche, dirait Darmanin ou presque, se répand à l'université, se répand dans les syndicats, dans le monde associatif, dans les médias, bien évidemment, ils ne m'ont pas attendu. Ils sont en train de gagner, non ? Non. Il se décompose. La gauche, pour moi, la gauche se décompose. Je pense que si la fraction de la gauche la plus dure, la plus impitoyable, à savoir le trotskisme, dégénère, comme je l'analyse, alors la gauche molle, pourrie, se décompose, comme vous l'avez dit si bien tout à l'heure. Le stalinisme, c'est le massacre de l'homme par l'homme. Le trotskisme, c'est le contraire. C'est de vous, ça ? Non, c'est pas de moi. Je l'ai copié chez un amuseur amusant, j'ai oublié lequel. Mais il me semble que ça résume bien les choses, oui. Trotsky a massacré. Et Trotsky a suggéré à Staline, avec le programme de l'opposition de gauche, le massacre des Koulaks, le massacre de Kronstadt, avant de le nier. Mais Trotsky, c'est l'opposition de gauche du stalinisme, du bolchevisme, et il faut préparer, alimenter le Nuremberg de cette calamité. Comment, et c'est ma dernière question,
Je vous l'ai déjà posé ici. Il y a 10 ans. Déjà posé il y a bien longtemps. Comment on passe d'un militant trotsko-lambertiste à un militant exemplaire, supporter du mouvement national dans sa totalité, ce que vous faites depuis 1986 avec beaucoup de constance. Je vous en donne acte. Comment on fait? Alors vous, au moins, vous ne me dites pas trotskiste une fois, trotskiste toujours. Ce qui pose une question. Ça aussi. La question de savoir pourquoi, depuis 40 ans, je n'ai toujours pas fait quoi que ce soit pour nuire au mouvement national, mais je me suis mis au contraire à son service, aussi activement, aussi intelligemment que je peux. Oui, mais c'est une bonne question. Et la réponse est pourquoi? Comment on passe de trotskiste à nationaliste français? Il ne me reste pas 3 heures pour raconter ma vie, mais on commence par se faire exclure. Moi, j'étais un militant dévoué et même fanatique. J'ai été exclu parce que j'ai publié mon premier roman en oubliant d'en demander l'autorisation au parti. Et là, nihil obstat, imprimatur, je ne l'avais pas, donc j'ai été viré. Et quelques années après, Lambert, 27 adeptes de Lambert ont fait un petit tour en prison après avoir volé dans la caisse de la sécurité sociale, la caisse du comité d'entreprise de la sécurité sociale. Là, les écailles me sont tombées des yeux. Je me suis dit, ce sont ces crapules qui me faisaient la morale du matin au soir et qui m'exploitaient et qui me faisaient travailler gratuitement comme un esclave. Et là, j'ai commencé à me poser des questions et à y répondre par moi-même, que ces gens étaient malhonnêtes et que cette escroquerie succédait à beaucoup d'autres, dont celle dont j'avais été victime, parce qu'après cette exclusion littéraire assez flatteuse d'un certain point de vue, j'ai fait quelques années comme veilleur de nuit, et puis j'ai connu une circulaire Bérouche-Verbotte d'interdiction de travail qui m'a envoyé dans des hôtels comme veilleur de nuit pendant des années et des années. Et il y a un trou dans ma bibliographie. Ceux qui s'intéressent à moi suffisamment regarderont dans un de mes livres, ma bibliographie, il y a un trou de 15 ans. Et ça, c'est le résultat de la circulaire lambertiste d'interdiction de travail, dont j'ai eu connaissance en détail, puisque ça atterrissait même chez de simples sympathisants, quoi, avec le but de nuire. La mort sociale, en attendant une autre. Ça ne m'explique pas, c'est vraiment ma dernière question, mais il faut vraiment que je fasse des efforts pour vous faire dire les choses. Vous êtes rejoigné le mouvement national par ressentiment, alors, c'est ça? Non, pas du tout, parce qu'après avoir vu les lambertistes faire un tour en prison, je me suis retourné et j'ai vu que pendant que je courais derrière le Dahu, vous connaissez ce jeu, un animal imaginaire, le Dahu du socialisme, on était en train de démolir dans mon dos quelque chose de bien réel, à savoir mon pays, et de l'exploiter, et de le menacer, et de l'appeler ce pays, comme ils disent, et que c'était insupportable. Donc, quand on m'appelle nationaliste, c'est beaucoup dire, je suis patriote, et pour ce qui me reste de vie, je voudrais continuer à défendre le pays qui m'a tant donné, les études gratuites, en supportant mes chahuts, et en supportant même mon trotskisme pendant 12 ans. Patriote un jour, patriote toujours. Voilà. Merci Patrick Goffman. Le trotskisme dégénéré, c'est aux éditions du Alpha, je vous l'ai dit, c'est sur le site tvl.fr. Vous allez à la rubrique boutique ou directement sur boutique tvl.fr, mais vous en avez pris et vous êtes nombreux l'habitude et vous êtes nombreux à faire des commandes directement grâce à TVL qui vous offre ce service et qui vous permet d'éviter de commander ces ouvrages sur les GAFAM, notamment sur les plateformes de commerce comme Amazon. Merci à vous. Au revoir, Patrick Goffman. Merci TVL, merci Martial Bild.